Bonjour à toutes et tous, vous écoutez First Print, votre podcast comics préféré, et aujourd'hui c'est le 2e numéro du Mutafukast, le podcast en collaboration directe avec le label 619 qui retrace en plusieurs épisodes, c'est une mini-série qui retrace donc toute l'histoire de Mutafukaz en BD, avec ses spin-offs, avec ses suites, justement pour préparer, pour fêter même l'arrivée du second cycle aux éditions Rue de Sèvres. Et bien voilà, on retrace vraiment tout l'historique de Mutafukaz en compagnie de Run, son créateur. Run qui est avec nous. Salut Run. Hello, ça va Arnaud ? Ça va toujours très bien depuis la dernière fois. J'ai l'impression que on l'a enregistré il y a tellement longtemps, alors que dans les coulisses c'était il y a 10 minutes, mais voilà, ça vous ne pouvez pas le savoir, c'est la magie du montage et de l'upload à distance. Bref, tout ça pour dire que on t'avait quitté à la fin du premier épisode qui retraçait vraiment un peu tout l'avant Mutafukaz. On t'avait quitté justement sur ton arrivée chez Ankama pour vraiment démarrer cette bande dessinée, mais il y a un point sur lequel il va falloir revenir peut-être juste avant par rapport à un setting très particulier de Mutafukaz, puisque tu nous parlais au début de la ville dans laquelle tu imaginais tes deux personnages, Nancy d'abord, puis l'Espagne qui était plus ensoleillée. Et finalement, c'est aux États-Unis que tu as situé l'action parce que, et ça se reverra après dans toute ton œuvre, dans Mutafukaz, mais même ailleurs, c'est ton obsession pour les États-Unis, la société américaine, cette culture. Donc, ça te vient d'un voyage, j'imagine. Ouais, j'ai complètement. Alors, j'essaye d'être concis quand je raconte les choses pour pas que le podcast dure des heures et des heures et des heures. Mais nous, on aime ça, t'inquiète. Du coup, j'oublie parfois de parler de certains éléments qui sont des pierres angulaires de mon univers, quoi. Et c'est vrai que quand j'étais chez Tim Schman, encore à l'époque, je suis tombé sur le site d'une artiste américaine que je trouvais géniale, qui s'appelait Elizabeth McGrath. Et je lui avais envoyé un mail comme ça en lui disant j'adore vraiment ton boulot, c'est super. D'ailleurs, au début, je savais même pas que c'était une fille, je pensais que c'était un bonhomme. Et je lui dis parce que son pseudo c'était Bloodbath McGrath. D'accord, ok. Je savais pas du tout. C'est pas identifiable là. Ouais. Voilà. Et du coup, je dis j'adore ton boulot et tout, c'est super et tout. Moi, j'habite en France et voilà mon site, voilà. Et puis c'est tout quoi. Tu vois, c'est comme ça. Lâche des commentaires si t'aimes, machin. Et là, elle me renvoie donc un mail en disant c'est génial et tout. Puis elle me parle beaucoup, tu vois. Et elle signe Lise. Et encore à ce moment-là, j'ai un doute. Je sais pas si c'est un gars ou une fille, mais à la limite, peu importe. Tu vois, je dis excellent. La personne me répond. T'as une réponse, c'est cool. Hein. Et moi, je réponds et elle me répond et on se répond. Et puis là, d'un coup, elle commence à m'envoyer des photos, des trucs et tout. Et là, je dis putain merde, je suis en train de partir dans un truc bizarre, une espèce de relation virtuelle amoureuse complètement fuckée quoi. Je me dis oh non pitié, ça part en couille quoi. En plus, moi, j'étais avec quelqu'un à l'époque et tout. Et en fait, ce qui se passe, c'est que la personne me dit rencontrons-nous. Moi, j'habite Los Angeles. Viens me voir à Los Angeles. Mais moi, mec, j'ai peur déjà d'aller au Sundance Festival pour des raisons professionnelles, tu vois. J'ai peur de l'avion à l'époque. Je me dis, qu'est-ce que je vais aller faire à Los Angeles ? Rencontrer une inconnue, potentiellement foutre en l'air toute ma vie, tu vois, de couple, hein, même si c'était une petite vie de couple, mais bon, à l'âge que j'avais, c'était quand même un gros morceau de ma life. Donc, et là, je sens que cette espèce de relation virtuelle qui ne mène à rien, plus au boulot, le fait de ne pas être épanoui, plus le fait de savoir que mon univers ne mène à rien parce que je sens que ça va pas décoller, qu'il va rien se passer, je commence à tomber dans une dépression, tu vois. J'ai 25 ans, je fais ma première dépression assez sérieuse, quoi. Tu vois. C'est l'âge idéal pour commencer, hein, clairement. Ouais, mais alors là, moi je découvre, hein, si tu veux, je tombe là-dedans, je ne sais pas où ça me mène, mais je suis pas bien du tout, et c'est de pire en pire. Et en plus, la fatigue aidant, c'est-à-dire que j'essaye de m'évader au travers du travail, et ça m'épuise davantage, si tu veux. Bref, toujours est-il qu'à un moment donné, j'en viens à la conclusion. Je me rappelle, mon pote Chat me dit « Mais va la rencontrer », tu vois. Parce qu'en plus, moi, entre-temps, la dépression fait que ma relation est ruinée. Donc, j'avais, entre guillemets, tout à gagner à aller la rencontrer, tu vois. Et puis, je me suis dit « Vas-y, je vais la rencontrer ».
Et du coup, on profite. Le pilote de Moutafoukaz venait d'être terminé. La boîte, donc Team Schman, on leur dit on voudrait aller le présenter aux États-Unis. Donc on avait loupé le Sundance Festival à Salt Lake City. Et il y avait un nouveau truc qui se présentait au SciGraph à San Antonio. Et là, j'embarque avec moi mon pote Quentin, mon pote Yann avec qui j'avais fait le trailer, et je leur dis, les gars, ça vous dirait qu'on aille jusqu'à San Antonio, et puis après, à la limite, on s'en va rencontrer Elisabeth à Los Angeles, tu vois. Et puis on est tous à fond, on se monte le bourrichon comme ça. Moi, si je leur en avais pas parlé, si tu veux, j'y allais pas trop trouillard, si tu veux. Mais là, si tu veux, j'avais pas l'impression d'y aller forcément que pour elle. Donc je me suis dit, même si c'est déceptif, au moins on y sera allé pour quelque chose. On aura fait une virée entre potes, etc., etc. Et puis on sera allé au SciGraph pour représenter le film, tu vois. Donc notre boss de l'époque, donc je veux dire le boss commercial, finit par dire OK, allez le présenter. Et puis moi je pose des vacances derrière pour aller rencontrer Elisabeth. Du coup, on arrive à San Antonio et là, je découvre le décor des séries qu'on regarde tout le temps à la télé, quoi. Tu vois, pour moi, à la limite, c'est un décor de série, point barre, tu vois. Enfin, je m'étais jamais vraiment posé la question. À 25 ans, j'étais un peu con quand même. et là, je découvre les États-Unis progressivement. Je commence à me dire. Et là, forcément, dans ton esprit où tu as tous tes chakras ouverts parce que tu es en voyage, tu te dis, mais en fait, Moutafoukaz, c'est aux États-Unis que ça va se passer. Tu vois les grosses voitures, tu vois les gens, tu vois comment ils sont lookés, etc., etc. À San Antonio, en plus, je me souviens d'un détail, c'est qu'on était allé à une espèce de fête mexicaine. Et en rentrant de la fête mexicaine, on avait rencontré un gang de mecs. Mais je connaissais encore rien au gang de rue, si tu veux. Mais les mecs, ils prenaient, tu vois, c'est large les trottoirs américains. Ils avaient pris tout le trottoir. Et on croise ces gens-là. Et je me suis dit, comment on va faire pour passer ? Il y avait, je te jure, on aurait dit presque une scénographie. Il y avait 2 gros molosses de chaque côté, tu vois, habillés en noir et rouge. Et puis, genre 5 cums habillés aussi en noir et rouge. Ça faisait une barrière qui avançait vers nous. Je dis, qu'est-ce qui va se passer, tu vois ? Puis au dernier moment, ils se sont écartés pour nous laisser passer. Et là, c'est là qu'on voit que 20 mètres plus loin, il y avait des flics qui les suivaient en vélo. 2 flics en vélo. Donc, c'est mon premier contact avec les gangs de rue, mais je savais pas encore exactement de quoi il s'agissait. Mais visuellement, ça t'a marqué. Ça m'a marqué. Ce moment, tu vois, je m'en rappelle encore très bien. Ce moment m'a marqué. J'étais intimidé de voir ça. En même temps, assez fasciné, tu vois. Et en plus, j'avais les cheveux rouges, je crois, à l'époque. Bon, bref. Non, j'avais les cheveux noirs. Mais bon, bref, je les avais eu rouges. Bon, bref, peu importe. C'est un détail. Et là, comment ça s'est passé ? Attends, je remets tout en place dans ma tête. Oui, donc on fait le SciGraph, il se passe rien, clairement, parce qu'on n'était pas prêts. En plus, on n'avait pas de stand, on n'avait rien. Donc, bon, bref, c'était inutile. Et là, on commence à faire un road trip qui part de... C'est le road trip que je mets d'ailleurs dans les bonus du tome 1 de Moutafoukaz, mais qui n'est pas dans l'intégrale parce que j'ai pas mis les bonus dans l'intégrale. Ouais. Mais on part de San Antonio, et puis là, on fait le Nouveau-Mexique, on fait l'Arizona, et on fait le Nevada, et ensuite, on redescend sur la Californie. Donc... Et là, je fais vraiment un road trip. Et là, je découvre les États-Unis. C'est-à-dire, je découvre vraiment le cœur des États-Unis, l'ADN, sa population, ses décors. Et je prends tout dans la gueule. C'est-à-dire qu'on part... le trip, il dure 15 jours pour arriver jusque Los Angeles, tu vois. Et après, à Los Angeles, on est resté une semaine. Et là, je prends tout dans la gueule avant d'arriver. Et c'est crescendo. C'est-à-dire qu'arrivé à Los Angeles, je suis un peu déçu, je t'avoue, parce que je m'attendais quand même à une ville qui envoie un peu plus le boulet. Là, je me dis, ouais, je sais pas trop. Par rapport à tout ce qu'on venait de voir, on avait vu le Grand Canyon, on avait vu Vegas et tout. Mais là, je découvre un autre. Alors là, clairement, je suis dans une autre dimension. C'est-à-dire que elle est, c'est une. Donc quand tu rencontres Lise. Ouais. Elle, c'est une artiste. Alors, attends, j'ai zappé un truc. Vas-y. Elle était venue à Paris entre-temps. D'accord. Elle était d'abord venue à Paris et après, elle a dit, ce serait bien que tu viennes aux États-Unis. Bon, bref. Et là, je rencontre son univers. C'est-à-dire qu'elle a été venue plus ou moins dans mon univers parce qu'on était resté vraiment à Paris et voilà. Mais et là, moi, je découvre le sien. Et là, je vois tous des artistes complètement déjantés, vraiment des gens perchés dans leur tête et tout. Je rencontre Julie Strain, tu vois, la muse de Simon Bisley.
tu vois, qui était mariée à Kevin Eastman, le créateur des Tortues Ninja. J'arrive dans ce monde-là, en fait, si tu veux. Mais elle est dans le Skid Row. Skid Row, c'est une espèce de quartier qui est constitué essentiellement de clochards et de gangs de rue, à l'époque, en tout cas. Et elle-même tatouée de force, parce qu'elle était petite copine d'un leader de gang de rue hispanique. Elle-même, elle était moitié irlandaise, moitié chinoise, mais elle avait vraiment physiquement, on aurait dit une hispano, quoi. Et bon, voilà. Et je découvre tout ça, et elle me raconte ça, et elle me dit, ouais, une salamandre et tout, elle est dégueulasse et tout. Elle me montre sa salamandre et tout. Puis elle dit, ouais, ils m'ont fait ça de force et tout. De force, moi je débloque, comment ça de force et tout. Bah ouais, j'étais dans un gang et tout. Et d'ailleurs, c'est pour ça que quand je fais mes expositions, chaque fois je suis en stress parce que j'ai un contrat sur ma tête, elle explique. Tu vois, parce que son mec est super jaloux et elle a peur que le mec il la chope pendant des expos et qu'il la bute, en fait. Et moi, si tu veux, je découvre ça, tu vois. Ah, ça c'est. Tu vois, je découvre ces choses-là, ce qui fait que. Puis entre-temps, moi, j'avais découvert aussi Ciudad Juárez. Tu vois, j'avais fait un saut par Ciudad Juárez au Mexique. Donc, il y a la ville qui est juxtaposée, alors. Ouais, c'est surnommé City of the Dead, hein, tout simplement. Avec la plus grosse criminalité. La plus grosse criminalité du Mexique. Et moi, j'étais allé en touriste total. Ce qui fait que, si tu veux, je prends tout dans la gueule comme ça. Je n'ai même pas le temps de digérer que je reviens en France. Et quand je reviens en France, j'ai des images plein la tête. Et surtout, je commence à faire mes recherches sur Internet sur tout ce que j'ai vu, tout ce que j'ai croisé. T'avais pris des photos à Ciudad Juárez ? J'ai pris des photos à Ciudad. Parce qu'on en avait parlé déjà pendant les chroniques de Doggy Bags, puisque t'avais des histoires qui se passaient. Qui se passaient à Ciudad. Et là, je découvre un peu tout, en fait. C'est-à-dire que je commence à comprendre la Mara Salvatrucha, les gangs de rue hispaniques, les Bloods, les Crips, des choses dont j'avais entendu parler dans les années 90 quand j'étais plus jeune, pendant les émeutes de Los Angeles en 92, surtout. Mais depuis la France, je ne comprenais rien, tu vois. Moi, je me souviens quand les gens disaient dans les infos, ils se tirent dessus pour des couleurs, je comprenais pas ce que ça voulait dire. Je me disais, mais ils sont stupides ou quoi ? Mais là, je commence à comprendre qu'en fait, oui, c'est des couleurs, mais ça peut être n'importe quoi d'autre. En fait, c'est des appartenances à des familles. Tu vois, c'est l'esprit de clan, en fait, tout simplement. Et là, je commence à mettre ça en plus de tout ce qu'il y a dans mon univers de Moutafoukaz, tu vois. Et là, tout commence à devenir cohérent parce que les luchadores que j'adorais tout simplement graphiquement, je commence à comprendre quelle place ils ont au Mexique, tu vois. Et je commence à comprendre que par rapport à mon univers, ça peut avoir un rôle, Et c'est comme ça que l'univers se construit justement autour notamment du mythe américain, parce que je trouve que c'est là que ça doit se passer par rapport à ce que j'ai envie de raconter, par rapport à moi, la claque que j'ai pris, et aussi par rapport au fait que au thème abordé, que ce soit les dissensions, tu vois, le fait que Vince Angelino n'ait pas de famille et que la ville entière est constituée de gangs qui sont déjà des familles à part entière, auxquelles ils peuvent ne pas, ils peuvent se rattacher à aucune famille, en fait. C'est-à-dire leur famille, leur noyau familial, le papa, maman, mais aussi la famille, on va dire, dans un sens un peu plus étendu, à savoir peut-être un groupe d'amis. Ouais, le groupe, la communauté. Voilà. Et donc là, je trouve que je commence à tenir un truc intéressant qui a... Bon, aujourd'hui, en 2022, en France, ça aura pu se produire, mais en tout cas, à l'époque, voilà, je trouvais que c'était très, très américain. Et surtout, l'invasion extraterrestre, avec des mythologies comme Roswell, etc., voilà, ça vient aussi des États-Unis, tu vois, tout ce délire New Age californien où ils voyaient enfin bon, bref. Des UFO. Des UFO. Moi, quand je suis allé au Nouveau-Mexique, je suis passé par Socorro. Mes potes disaient, qu'est-ce qu'on va aller foutre là-bas ? Je disais, parce qu'il y a un cas ufologique, tu sais, moi j'étais à fond dedans, puis j'arrive à Socorro, il se passe rien, forcément. Mais je me dis, bon, au moins je suis allé à Socorro, tu vois, je sais qu'il y a eu un cas ufologique super connu avec cette œuf qui s'est posée dans le désert dont on ne sait absolument rien et moi je pense toujours que c'est possiblement un hélicoptère, hein, tu vois, bon bref. Mais en tout cas voilà, c'est connu dans l'ufologie. Socorro c'est connu, Roswell c'est connu, et tout ça c'est américain. Tu fais tes recherches comment? Le net a assez évolué pour que tu puisses les faire bien? Maintenant ouais, à cette époque là ouais, quand je rentre, on est en 2005. Ouais, donc ouais quand même. Ouais. Tu vois. Et puis oui, puis en plus je commande des DVD de gangs de rue, genre il y a des DVD qui s'appellent Blockumentary, qui sont des trucs un peu underground américains où c'est un peu
comme on avait connu quand on était plus jeune des espèces de snuff movies qui étaient disponibles en VHS, genre Face à la mort, tu vois. Bon, bah là, c'est des DVD de gangs de rue, de mecs qui, je sais pas moi, qui font le tour des États-Unis et qui sont interviewés des bangers, quoi. Et puis c'est un DVD comme ça. Alors je découvre aussi au travers de ces DVD-là, j'approfondis le peu de connaissances que j'avais eu. J'ai envie de dire presque l'initiation que j'ai eue directement depuis Los Angeles. Et voilà, c'est comme ça que mon univers s'est nourri, a commencé à se nourrir du côté californien, du côté hispanique, du côté gang de rue. Et je trouvais qu'il se passait quelque chose avec cette histoire d'invasion extraterrestre. Je trouvais qu'en tout cas, il y avait un résultat inédit, en fait, d'une certaine manière. Donc, quand j'arrive chez Ankama et que je rencontre Toth, j'ai déjà ce bagage-là, si tu veux. Ma BD, je la commence, je sais que déjà que ça se passe aux États-Unis, je sais déjà qu'il va y avoir des histoires de gangs, de guerre de territoire, d'invasion extraterrestre, etc., etc. Donc, tout est là, si tu veux. Il n'y a plus qu'à trouver un éditeur. Et donc là, Toth se propose d'éditer Mout of Kaz dans sa boîte qui n'est pas encore une maison d'édition. Et qui te dit ta carte blanche pour faire ce que tu veux. Exactement. C'est vertigineux à ce moment-là, tu te dis bon bah du coup ouais, je peux faire tout ce que je veux, alors comment tu le fais, comment tu t'ordonnes, est-ce que tu fais des efforts pour pas t'éparpiller notamment, parce que après c'est vrai que c'est un projet qui a mûri, que tu portes avec toi depuis des années, mais là ça devient concret, là il y a quand même un switch. Ça devient concret, mais comme c'est pas une maison d'édition, on va dire traditionnelle, j'ai l'impression d'avoir une marge de manœuvre proche du fanzina. C'est-à-dire, je me dis, bon, au pire des cas, même si c'est nul, pas beaucoup de gens vont le lire, si tu veux. et en même temps, ayant conscience de mes propres limites graphiques, artistiques, je mets à profit tout ce que j'ai appris aux Beaux-Arts pour me dire, je serais peut-être pas... La BD ne sera peut-être pas au niveau de bande dessinée professionnelle, mais j'apporterai quelque chose en plus qui sera le côté mix. Enfin, tu vois, c'est un peu le côté métissé, on va dire, entre le comics, le manga qui n'existait pas à l'époque, et aussi le fait de changer de papier, le fait d'intégrer de la typo ou des ruptures de style. Ça, c'est des choses qui se faisaient pas dans la bande dessinée, on va dire mainstream ou même traditionnelle franco-belge. Et je me dis, au moins, ok, j'ai certes mes lacunes, mais je vais essayer de les transcender par une proposition rafraîchissante, en fait. Ou si on voulait être plus taquin, de dire que tu compensais le fait d'avoir des lacunes en dessin avec des artifices, mais pour attirer l'attention sur autre chose que tes faiblesses, alors. Absolument, absolument. Mais ça, je le fais consciemment, si tu veux. Je le sais très bien. Je sais très bien que d'un point de vue purement objectif, je suis pas au niveau à ce moment-là. Je suis pas au niveau. Mais bon, j'ai envie de raconter une histoire. J'ai envie de partager. Ça, c'est mon moteur dans ma vie professionnelle, c'est le partage. C'est pas tant finalement écrire un super scénario. Moi, je sais que je serai jamais un grand auteur au sens, on va dire institutionnel, tu vois. Mais je sais que mon moteur, mon kiff, c'est vraiment partager les choses. Des choses que j'ai appris, qui m'ont interpellé, des choses que j'ai envie de montrer, des impressions, je sais pas moi, un décor qui m'a plu, une luminosité, ou même par exemple, quand je fais des doggy bags, même déjà dans le tome 1 de Mout of Kaz, quand je fais des petits articles à côté, c'est parce qu'il y a des choses qui m'ont intéressé, que j'ai envie de transmettre. Et c'est beaucoup plus ça, c'est plus une envie de... Alors certes, de faire bouger un peu les lignes, parce que je me suis fait fermer la porte de plein de maisons d'édition. Mais quand je dis faire bouger les lignes, c'est pas tant faire bouger les lignes de manière générale, mais plutôt de dire, voilà, voyez, vous m'avez dit non, le truc, il a quand même, tu vois. Et en même temps, partager, c'est-à-dire partager tout ce que j'ai découvert des États-Unis, tout ce qui m'a plu, le retranscrire au sein d'une BD, et puis hop, advienne que pourra. Je me mets pas trop de barrières mentales, parce que sinon, j'aurais jamais fait la BD. Si j'attendais d'avoir un niveau professionnel, j'aurais jamais sorti, en fait. Et en me disant, voilà, je suis généreux, je le fais avec le cœur, c'est tout ce qui compte, c'est parti, quoi. Et en termes de travail, alors pour te mettre en route, tu fais un script pour l'ensemble de la BD, sachant que tu es auteur et dessinateur, enfin tu es artiste complet sur le titre. C'est comment que tu as commencé à travailler là-dessus? D'abord, tu fais un script complet de l'album? Non.
Tu fais des storyboards au jour le jour et après tu fais les pages au propre. Quand j'arrive chez Ankama pour le tome 1, je sais déjà où va se terminer le tome 1. Je sais déjà exactement où je fous les pieds. Et tu savais combien de temps l'histoire allait prendre, enfin, je pensais 3 tomes. Toi, tu pensais 3 d'abord. Je pensais vraiment 3 tomes. Et je sais où l'histoire va en général, mais j'ai pas les détails. Si tu veux, je me laisse une marge de manœuvre où je laisse aussi les personnages improviser. Je laisse des situations inattendues arriver au gré des envies aussi. Et heureusement d'ailleurs que j'ai pas écrit tout à ce moment-là parce que je crois que l'univers, moi j'ai toujours sûrement des personnages qui seraient pas apparus. Ouais, alors peut-être que ça aurait été un mieux narrativement, je veux dire dans le sens encore une fois très objectif, c'est-à-dire des règles narratives, tu vois, parce que dans Moot of Kaz il y a beaucoup aussi de digressions, mais je trouve aussi que ça participe à créer un univers riche et persistant et cohérent, tu vois. Donc, et qui, quelque part, même si tu l'avais pas forcément anticipé, permettra de développer des spin-offs après aussi. Ouais, mais ça, encore une fois, sans ces digressions, ces autres digressions n'arrivent pas. Mais c'est sûr. Mais j'y pensais pas à l'époque. Hein. Ouais. C'était pas une. Bah là, t'étais déjà peut-être content juste de pouvoir publier ta première BD. Alors, exactement, ouais, c'est ça, ouais. Et puis je me dis en plus, je mets tout dedans et ça se trouve, si c'est la seule et unique, ben au moins j'aurais mis un peu tout ce que j'ai kiffé et puis ça existera en tant que tel, quoi, en tant qu'objet. Et donc voilà, sort le tome 1. Ça t'a pris combien de temps, toi, alors ? Un peu moins d'1 an, parce que j'avais quand même pas mal de planches finies. Et du coup, et voilà. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que la maison d'édition n'est pas créée. Moi, je suis salarié dans Ankama Games. Je sais pas si ça s'appelait comme ça. Oui, Ankama Games, je crois. Donc Ankama Édition n'existait pas encore en tant que structure. Non. Et là, Toth me dit... bah, ça serait bien de voilà, que tu m'aides, entre guillemets. Enfin, m'aider, ça voulait dire juste participer à faire venir des nouveaux auteurs et à créer peut-être une dynamique, quoi. Donc voilà, mais le souci qu'on avait, c'est qu'on n'avait pas de distributeur. Donc les BD, elles étaient un petit peu... elles étaient vendues sur Internet, tu vois. Sur le site de Ankama. Sur le site d'Ankama. Donc, je me souviens qu'à l'époque, Toth avait fait une carte Dofus où, en fait, les abonnés à Dofus, s'ils achetaient Moot of Kaz, ils avaient une carte qui leur permettait d'accéder à un familier, donc à un personnage dans le jeu. La petite carotte, ça, du coup. Ouais. Et la carotte, mais qui a fait que ça boostait les ventes. Bah ouais, et du coup, ça fait que des petits jeunes ont découvert, du coup, l'univers Moot of Kaz. Ils se sont dit, bah, en fait, tiens, la BD. Concrètement, ils ont acheté la BD pour avoir la carte, hein. Mais ils ont dit, ah putain, ils ont accroché à la BD, du coup, je commençais à avoir des retours, c'est quand le deuxième et tout. Quelque part, DC Comics t'a copié en faisant les Batman Fortnite l'année dernière, tu vois. Peut-être, je sais franchement, pas. Franchement, c'est la même technique, hein, du coup, donc y a pas... Bah, de toute façon, ouais, après, je pense que c'est une technique assez qui a fait ses preuves, mais toujours est-il que, qui a fait ses preuves même avant, bien avant Moot of Kaz, c'est ça que je veux dire. Mais, et du coup, et on se retrouve coup de cœur Fnac. Donc après avoir trouvé le distributeur quand même. Non. Non, toujours pas. Non, parce qu'on avait un commercial qui s'appelait Carmelo Di Bella qui faisait le truc à l'ancienne, c'est-à-dire qu'il décrochait son téléphone et il téléphonait aux librairies en fait, en disant on a une BD. Donc il avait 3 BD à placer. Hein, c'était il y avait même un manga qui était le manga Dofus, l'artbook Dofus et la BD Moot of Kaz. Et si tu veux, il avait réussi à en placer 6000 comme ça, mais c'est juste prodigieux, quoi. Ah oui. Tu vois, de lui-même, tu vois. Et ce qui s'est passé, c'est que ça a attiré, je sais pas, un responsable de la Fnac. Il a vu le truc et il a dit, putain, moi, cette BD-là, je la mets en coup de cœur Fnac. Et là, ça fait une espèce de gros boost parce que la Fnac, c'est une centrale d'achat et du coup, du coup, ça fait que Moot of Kaz tome 1 s'est retrouvé dans toutes les Fnac en coup de cœur, dans le catalogue de la Fnac, et ça a fait que ça a attiré du coup un distributeur qui a contacté Ankama, parce que jusqu'à présent, il s'imaginait que Ankama c'était une boîte de jeux vidéo qui voulait juste faire des produits dérivés de leurs propres jeux au travers de bouquins et tout, mais après, ils avaient bien compris que Moot of Kaz c'était pas un jeu vidéo à la base. Donc, oui, mais justement, et du coup ils se sont dit tiens, ils ont peut-être une vraie ambition de devenir une vraie maison d'édition. Donc ils se sont dit tiens, il se passe un truc en ce moment, on y va, quoi. Donc ils se sont proposés en tant que distributeur et c'est là qu'a commencé la maison d'édition.
C'est-à-dire qu'ensuite, il y a eu Maliki qui est arrivé. Moutafoukaz, ça fait une espèce d'appel d'air aussi. Florent Moudou, il a découvert Moutafoukaz en librairie. Il a fait putain, c'est là que je veux signer ma prochaine BD. Enfin, ma BD, parce qu'en fait, il avait encore rien fait. Il avait fait une petite tentative chez, de mémoire, Delcourt ou Dupuis, je ne veux pas dire de conneries, bon bref, je sais plus, qui s'était pas trop bien passé parce qu'on voulait lui mettre un scénariste. Je connais l'affaire, hein, moi ça avait été pareil aussi quand j'avais été refusé dans les maisons d'édition. Et si tu veux, et voilà, c'est comme ça qu'a commencé Ankama Édition. Et puis progressivement, c'est comme ça aussi que je me suis dit, ce serait bien de faire une collection. En fait, je trouvais qu'on allait peut-être dans un peu trop de sens différents. Il y avait des trucs un peu preschool, il y avait des trucs, tu vois, il y avait le manga Dofus, et moi j'avais quand même une idée de qu'est-ce que devrait être une direction. Et je trouvais que ça manquait de collection. Donc on a commencé à faire des différentes collections. Le label 619, qui était vraiment le plus proche de mon ADN. Je gérais aussi une collection qui s'appelait L'Araignée, qui était un peu plus autorisante, tu vois. Et puis ensuite, il y avait Dofus et tout, Dofus, Maliki, etc., qui était un peu plus... je trouvais qu'il y avait beaucoup plus de passerelles, donc il n'y avait pas de collection à proprement parler, parce que voilà, Dofus c'était comme ça. Tu vois, Dofus c'était Ankama Édition, c'était en plus, dans la tête des gens, Dofus, Ankama, c'était étroitement lié, donc il n'y avait pas de raison de faire une collection particulière. Ça cartonnait, Dofus. Et en plus, ça cartonnait, c'était un phénomène, même encore maintenant ça cartonne, hein, mais à l'époque, tous les enfants, tous les gamins connaissaient Dofus, donc, si tu veux, c'est comme ça que la maison d'édition a commencé. C'est comme ça aussi que j'ai créé le label 619 pour un petit peu pour dire voilà, voilà, ce que vous aimez dans Moutafoukaz, ça sera dans cette collection. Tu vois, Moutafoukaz. Ce que vous aimez dans Ma vie de zombie, qui était un projet aussi qu'on avait signé, ça sera dans l'Araignée. Si vous aimez ce genre de truc, ce sera plus la collection l'Araignée. Et puis si vous aimez plus Dofus, Maliki, c'est Ankama, il n'y a pas de collection particulière, quoi. Voilà, c'est comme ça que ça a commencé. Et puis c'est là, de toute façon, à partir de ce moment-là aussi, tu commences à bosser avec des personnes avec qui tu continues de bosser aujourd'hui. Je pense à Yuck notamment par rapport à tout ce qui est... Ouais, donc Yuck, je le fais rentrer, qui était déjà à Team Schman à l'époque. Donc Yuck avec qui j'avais bossé le trailer, l'opération Blackhead, le court-métrage. T'as même Guillaume pour la bande-son, Guillaume Ouzé, que que j'avais rencontré au centre aéré. On était animateurs au centre aéré tous les deux. On faisait du djembé sur les toits. Passion de la musique. Ouais, donc, et voilà. Et moi, je suis quelqu'un aussi qui, si tu veux, je fonctionne comme ça. C'est-à-dire que je pense qu'il y a une opportunité à saisir. Je vais chercher mes compagnons d'infortune, j'ai envie de dire. Ouais. Mais pas n'importe qui. Hein. Guillaume Ouzé, je savais qu'il avait quelque chose en lui. On avait même fait un groupe à l'époque qui s'appelait Pamela Front-Kick. Parce qu'il y a un MySpace encore ouvert. Non, mais on avait fait 2 concerts. On avait fait 2 concerts, musique électronique. Et puis après, c'était arrêté parce qu'on avait grandi. Hein. Ça. Après, vous aviez écouté ce que vous faisiez. Et vous avez compris. Ouais. Et je me suis dit, quand j'ai eu l'opportunité de le faire venir en Ankama pour faire de la musique, j'ai dit, viens, il y a peut-être une place, quoi, tu vois. Et voilà, et c'est comme ça que je fonctionne. Et puis voilà. C'est comme ça qu'a commencé aussi le label 619. Et Moutafoukaz 2 est sorti 1 an après Moutafoukaz 1. Ouais. C'est pour dire qu'à l'époque, j'avais plus ou moins que ça à m'occuper. C'est-à-dire que si j'ai que ça à gérer, une bande dessinée, je pense qu'en 1 an, je tombe un tome. Ouais, d'accord. Malheureusement, j'ai été appelé à énormément de missions ensuite au sein d'Ankama. Notamment après la sortie du tome 2, la série Wakfu commence et Tot me propose de participer au lancement, encore une fois, de la dynamique Wakfu. Ouais. Faire partie d'une espèce de pôle d'auteurs, et puis balancer des idées, etc. Et moi je me dis vas-y, je tente, quoi, on y va, mais je savais que je devais mettre en stand-by du coup ma prod sur Moutafoukaz. D'accord. Mais mon boss me demande ça, je me dis parce que moi j'étais salarié, c'est très particulier. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'ils m'ont embauché en tant que salarié, mais c'est un salaire couteau suisse, c'est-à-dire que je faisais tout, c'est-à-dire je faisais ma BD, mon salaire me permettait de faire ma BD, mais aussi de faire tout ce qui était annexe, c'est-à-dire le label 619, gérer le label 619, et puis et potentiellement donner des coups de main sur, par exemple, là, le lancement de la série Wakfu.
Donc, Ce qui, quand t'es quelque salarié, part, était relativement pratique, j'imagine, de leur point de vue, alors. de leur point de vue, oui, du mien aussi, parce que c'est confortable, entre guillemets. Ouais. Mais forcément, tu peux pas vraiment refuser quand on te propose des missions, tu vois. Et en plus, tu es autrement impliqué que si tu es juste auteur. Donc voilà, je commence à écrire des trucs pour Wakfu. Donc j'écris un épisode, etc., etc. Et assez vite, je me rends compte que c'est pas trop ma place. Parce que aussi en interne, il y avait beaucoup des fois, je me rendais compte que je bossais sur un design et puis finalement le design il avait déjà été validé. Je dis mais pourquoi je suis en train de faire ce design-là alors qu'il est déjà validé. Tu sais, j'avais l'impression presque de perdre mon temps à faire des choses qui n'étaient pas utiles en fait. Et je me disais mais moi Moutafkaz, enfin tu vois, si je suis plus là, ça n'avance pas, tu vois. Tandis que Wakfu, ça continuait. Et la preuve, c'est que je faisais des trucs qui étaient déjà validés, donc je me disais pourquoi je suis là. Mais entre-temps, j'avais rencontré un mec qui s'appelait Bicargo, qui était un pote d'Ancestral Z, qui lui-même était un des premiers salariés de Ankama, qui avait un look extrêmement rétro, tu vois, un petit peu même vieillot. Et sachant que j'allais bosser sur Wakfu et que j'allais pas être disponible pour Moutafkaz, je m'étais dit, tiens, ça fait longtemps que j'ai envie de faire un truc qui se passe pendant la Seconde Guerre mondiale dans l'univers de Moutafkaz. Et peut-être que ce gars-là, il pourrait faire la BD. Et moi, je pourrais intervenir. Bon, déjà, j'écris le scénario, mais ça fera qu'il ne se passera pas genre 2 ou 3 ans avant la sortie du prochain tome de Moutafkaz. Ok. Donc sortie, là, on est en train d'aller vers le tome 0. Vers le tome 0, ouais. Sachant que le 2 était pas encore sorti. Non, si le 2 était déjà sorti. Le 2 était sorti, c'est peut-être parce que j'essaye d'être concis, mais justement, on va revenir sur on va revenir sur le tome 2 et le tome 0. Moi, j'avais pas tout à fait complètement fini de poser des questions sur le tome 1, tu vois, donc n'essaye pas de s'aborder le plan. Mon plan, c'est quand même la chose la plus importante. Non, mais déjà juste un premier détail juste sur la fab, je sais pas si j'ai une première édition entre les mains, mais le fait est que sur le dos du bouquin, t'avais quand même le Moutafkaz écrit, mais si on met les 5 tomes aujourd'hui, est-ce que c'est complet ou est-ce que c'est juste sur les 3 du coup? Est-ce que tu as dit qu'au départ c'était prévu sur 3 albums? C'était ça le problème, c'est que comme j'avais prévu comment on gère ça albums, le logo normalement il tient sur 3 albums, mais vu qu'il y en a 5, j'ai dû ajouter du graphisme pour faire que ça ait l'air cohérent, tu vois. J'ai rajouté le logo qui coule un peu et tout. Maintenant quand tu vois les 5 albums chez quelqu'un, tu te dis pas tiens, c'est prévu que pour 3, etc. Mais ça fait illusion. Ça fait illusion, mais en vérité ça devait tenir juste sur 3, quoi. D'accord. Une autre question par rapport à Moutaz, parce qu'on a parlé d'Angelino et de Vince qui sont du coup les descendants de Motherfucker et Burning Head. Mais il y a Willy aussi. Ouais, Willy, Willy, lui, il sort d'où alors? Ouais, mais c'est encore cette chauve-souris ultra relou, loser total. C'est un épisode à part entière là aussi. Willy, au début, j'avais surnommé Courcoy. Et je m'étais dit tiens, l'énergie fonctionne bien en trio, hein, tu vois, aussi, tu vois, c'est-à-dire qu'il y a 2 potes qui sont vraiment inséparables entre guillemets, t'as toujours le laisser pour compte un peu, et t'as le troisième roue du carrosse, tu vois, le troisième qui déboule et qui lui est peut-être un petit peu générateur de chaos, tu vois. Et puis je m'étais dit tiens, je pars sur un design improbable de chauve-souris. Pour moi, ça a toujours été une chauve-souris, mais on la voit jamais voler, donc tu vois, un peu chelou. Et tu la vois en plein jour. En plus, ouais. Qui est biologiquement complètement pas n'importe quoi, voilà, mais bon. Et qui voit, qui est pas aveugle non plus, mais bon. Et avec des bagues. Ouais, et qui mange du McDo au lieu d'insectes et de fruits. Mais voilà, t'es pas à une erreur biologique prête, hein, rien de bien entendu. Ouais. Et moi-même ayant eu des bagues pendant assez longtemps, je compatis à son sort. D'accord. Mais en tout cas, oui, donc je trouvais que ça circulait. Et puis ensuite, je l'ai appelé Willy parce que quand je bossais chez Tim Schman, il y avait un gars qui s'appelait Willy et qui était vraiment bien barré dans ses délires ufologiques et qui m'avait dit putain, tu t'intéresses aux ovnis et tout, moi j'ai des gros dossiers ovnis et tout, mais fais gaffe parce que c'est dangereux, faut surtout pas m'en parler au téléphone, etc. C'est costaud de chez costaud. D'ailleurs, une fois j'en ai parlé à quelqu'un au téléphone, j'ai dit putain, pourquoi tu m'en parles au téléphone? Le lendemain, je te jure, c'est vrai, ma voiture, tu vois, il y avait quelqu'un qui était rentré dans la voiture, qui avait tout fouillé et le volant était enlevé et était posé sur le siège à l'envers et tout.
Je suis, ah ouais, disons, ouais, putain, gros dossier et tout. Il me dit, ouais, mais si ça t'intéresse, je peux te fournir les trucs et tout. Je dis, bah écoute, ouais. Il dit, mais promets-moi une chose, tu en parles à personne. Je dis, bah vas-y, ok. Il dit, on va commencer doucement. Je dis, ok. Il arrive genre une semaine après, mec, c'était les éditions Del Prado, la zone 51. Je se fous de ma gueule. Tu vois. Et donc là, je me suis dit, ouais, je pense que le pote foireux, je vais l'appeler Willy. D'accord. En hommage du coup à ce collègue un peu, peu bizarre. Ouais. À ce collègue, ouais. On avait aussi parlé du fait que tu as quand même des ruptures de ton graphique, où tu passes vraiment d'un style de dessin à un autre, ou parfois c'est en couleur, parfois c'est en noir et blanc, parfois c'est même, je sais pas, on dirait de la peinture numérique en fait, où c'est, tu sais, quand il rêve les premières hallucinations qu'il a, où c'est vraiment un style complètement un peu plus abstrait. Et en fait, bah, tu utilises aussi du papier différent parce que, bah, en fonction du style, j'imagine que si tu utilisais le même type de papier, ça rendrait pas forcément bien. Donc, il y a aussi une question d'un point de vue technique, en fait, à quel point c'est relou de gérer ce genre d'impressions différentes au sein d'un même album. Bah, alors, il y a plusieurs choses. Les ruptures graphiques, moi, j'aime bien les faire pour, encore une fois, ça fait aussi partie de mes complexes, tu vois, d'auteur de BD légitime. Donc j'essaye aussi de surprendre et de faire en sorte que le lecteur... Je présuppose souvent que le lecteur va s'ennuyer, tu vois. Donc j'essaye de le surprendre. Alors c'est un plus, mais en même temps pour certains, c'est un moins, parce qu'il y a des gens qui n'aiment pas du tout ce genre de délire. Et par exemple, la rupture dont tu me parlais, là, du rêve, j'avais confié à Tony, un collègue anciennement chez Tim Schman, avec qui je bosse encore aujourd'hui au label 619. Donc tu vois, encore une fois, ça reste, tu vois, je reste fidèle. Mais effectivement, les ruptures graphiques et aussi la rupture de papier, c'était aussi une manière, je pense, de mettre à profit tout ce que j'avais un petit peu appris aussi dans mon école d'art graphique, tu vois. Tu racontes pas forcément la même chose selon le papier sur lequel c'est imprimé. Si je fais une rupture en noir et blanc, ça marche bien, ça marche encore mieux, surtout qu'à cet endroit-là, c'est une rupture, c'est un tournant de l'histoire, donc je trouve que ça marche bien de changer de papier à ce moment-là, ça marque encore plus graphiquement justement cette espèce de bascule. Et effectivement, comme tu dis, il y a des contraintes parce que tout simplement, tu peux pas changer de... Une bande dessinée, c'est constitué de feuillets de 16 pages, ok, qui sont reliés tous les uns avec les autres. Donc du coup, si tu veux changer de papier, tu es obligé de changer un feuillet. Et comme les feuillets sont des multiples de 16, eh ben voilà, il faut que tu calcules bien pour que ton feuillet, donc ta bascule narrative, tombe pile poil à cet endroit-là, quoi. Ça, ce que je veux dire, c'est que dans ton processus d'écriture et de dessin, tu dois prendre ça en compte. C'est-à-dire que tu dis, vas-y, je vais faire une séquence dans un style différent et changer de papier. Tu dois t'imposer de dire, par contre, si je la fais pas en 16, je la fais en 32. Oui. C'est ça, ouais. Oui, bien sûr. Donc, et du coup, j'imagine que ça décontrainte en termes de découpage de tes séquences. Oui, et puis parfois, tu te dis, ah zut, là, il me manquerait peut-être 2 pages pour être vraiment tout à fait bien par rapport à ma narration, mais je peux pas les mettre parce que le feuillet de 16 pages avec la rupture graphique doit arriver à ce moment-là. Donc, tu sacrifies 2 pages et tu essayes d'être un peu plus concis. Enfin, bon, bref, il y a tout un micmac comme ça à prendre en compte au moment où tu fais ton découpage. Ouais. Et ça t'a fait quoi parce que c'est dans cette scène, dans le premier album, où on va retrouver la fameuse scène qui est dans le court-métrage Operation Blackhead, et que t'as refaite, mais cette fois-ci en dessin, comment c'était passé de la retravailler. T'étais reparti de ton court-métrage. Après, j'imagine que tu l'avais aussi bien en tête, mais ça devait être un moment quand même, non, de redessiner cette scène qui est un peu l'un des points de départ, en tout cas visible pour la plupart du monde, sur ce qu'est Moutafoukaz. C'est pour ça aussi que d'ailleurs, si demain il y a un jeu vidéo, si demain il y a un reboot ou quoi que ce soit, cette scène-là sera toujours là, en fait. Ouais. C'est vraiment devenu j'ai envie de dire, comme ça a été vraiment le départ de la vie officielle de Moutafoukaz. Pour moi, c'était important, tu vois, elle y est dans les BD, elle y est dans le court-métrage, dans les BD, elle y est dans le film. J'ai perdu la question. Comment c'était de la refaire, mais en dessin, quelques années après l'avoir développé en animation. C'est agréable parce que tu sais où tu fous les pieds. Là, pour le coup, le chemin est balisé, mais en plus, tu peux te permettre des digressions. C'est-à-dire que, c'est des détails, mais la section Z7 dans le court-métrage, elle est bloquée. Quand elle rentre, elle est bloquée juste par une chaussure, tu vois, une chaussure. Je sais pas si tu as déjà eu l'occasion de coincer une tongue sous une porte.
C'est juste, la porte est inouvrable. Hein, tu vois, il faut décoincer la tongue avant. Okay. Donc c'est comme ça que dans le premier, dans le court métrage, la section Z7 est arrêtée, tu vois, au moment de l'intervention. Ce qui est un peu absurde, hein, parce qu'en vérité, le SWAT ou le GIGN, ils font des charges explosives sur la porte. Hein, ils ouvrent pas la porte à coups de pied. Bon, bref. Ouais. Mais voilà. Et puis ensuite, dans la BD, justement, je trouve une autre façon. Tu vois, je m'amuse aussi à créer des digressions ou même des versions alternatives, de la même manière que quand je fais Mouta 86, où je reprends exactement la même histoire. Mais je m'amuse aussi à trouver des alternatives à ce que je raconte, quoi. Ouais. Puis t'insères quand même pas mal aussi de références très, très culturelles, alors que ce soit d'un point de vue graphique, parce que là j'ai juste que par moment tu vas insérer une fausse affiche de film. Ouais. Parce que tu peux te le permettre, parce que ça t'amuse, ça t'éclate, mais même d'avoir limite des commentaires de texte vers la fin de l'album où justement tu as les hommes en or qui sont à la recherche de Vince et Angelino, et bah tu mets Here Comes the Man in Black. Je sais pas si c'était aussi en rapport avec le film et la chanson de Will Smith, ou si tu avais ça en tête, mais tu vois, tu insères aussi beaucoup en fait d'éléments mais ça pourrait presque être dangereux, parce que ça pourrait sortir tes lecteurs, tes lectrices de la lecture, juste parce que t'as voulu faire une petite référence musicale ou une référence filmique. Comment tu gères? C'est à l'envie, hein. Tu sais, je me dis, est-ce que ça marche, est-ce que ça marche pas, est-ce que j'ai envie, enfin tu vois, c'est plutôt en vérité, à ce moment-là, je me pose moins de questions que maintenant. C'est-à-dire que... C'est vrai que nous, on a forcément le regard déjà on a le recul de que c'est sorti il y a longtemps, et puis voilà, si on essaie de vouloir tout intellectualiser... Parce que là, on est en 2006, et en 2006, comme je te dis, je me dis, c'est peut-être ma seule et unique BD. Donc donc tu donnes tout. Je suis pas dans ce genre de considération de me dire, est-ce que ça marche ou est-ce que ça marche pas. Je me dis, je le sens comme ça, je le fais comme ça. Et puis là, tu vois, par exemple, effectivement, quand tu dis... je mets une affiche de film, c'est en l'occurrence La colère des rats, là. Ça, je me dis, en fait, plutôt que développer ça sur plusieurs cases, parfois, il y a certaines affiches de films qui te racontent même encore plus que le film qui est censé présenter. Donc ça, c'est quelque chose que je garde toujours en tête aussi. Et à ce moment-là précis de l'histoire, je me suis dit, bon, ok, ils sont dans les égouts. Est-ce que je fais qu'ils se font attaquer par les rats et puis je me dis, ça sert à rien, autant juste que je fasse une illus avec un titre, et puis les gens se font le tableau dans leur tête, et puis on passe à autre chose, tu vois. Pour moi, c'est une scène, entre guillemets, mineure. C'est incorporer la narration différemment. Alors, voilà. Le nom de Dark Meat City aussi, on l'a pas évoqué. Ça vient d'une map de Quake 3. Encore les jeux vidéo. Après, il y a aussi un côté GT. Enfin, c'est vrai que toi, t'es allé aux États-Unis, mais il y a aussi un côté GTA, je trouve, dans Mutafukas qui transpire. À fond. Et d'ailleurs, je rencontre Los Angeles avant de connaître GTA. En tout cas, avant de connaître GTA 3 San Andreas. Ouais. Tu vois. Donc, mais évidemment, ça me nourrit aussi. C'est-à-dire que c'est une espèce de cercle vicieux. C'est-à-dire que là-bas, tu découvres des trucs. Ensuite, tu rentres chez toi, tu joues à GTA 3 San Andreas, tu retrouves ce que tu as aimé là-bas, et en même temps, ça nourrit ton propre imaginaire, parce qu'il faut aussi rester les pieds sur terre. Hein. Je veux dire, on n'est pas là en train de faire un documentaire ou quoi que ce soit. Ça reste fantasmatique, tu vois. Et oui, et tout ça se répond, tout ça se nourrit, et encore une fois, c'est ce que je dis souvent, c'est une forme de syncrétisme de tout ce qui... De toute façon, là, on enregistre dans mon bureau. Je pense que tout ce que tu vois, n'importe quel petit détail que tu vois sur les murs ou quoi que ce soit, te ramène à quelque chose de Mutafukaz, je pense. Donc c'est vraiment, c'est un peu Mutafukaz, c'est un peu tout ce que j'aime et tout ce que j'ai envie de dire, tout ce qui m'anime intérieurement, quoi. C'est aussi dans ce premier tome et dès le premier tome, donc qu'il y a les figures des luchadores qui apparaissent, et t'as même, enfin tu leur dis même, enfin voilà, une de ces séquences de grosses bastons, de match de catch qui fait partie un peu des digressions, parce que honnêtement, qu'elle soit là ou qu'elle soit pas là, cette scène, ça change rien au déroulé. Donc après, les luchadores auront une importance toute particulière dans l'histoire. Et tu disais que tu parlais de la symbolique même par rapport au Mexique, ce que c'est du coup, c'est quoi les luchadores là-bas? Les luchadores mexicains, c'est comment?
tu sais qu'il y a des luchadores qui descendent dans les barrios mexicains pour distribuer la nourriture, par exemple. C'est au-delà de juste quelqu'un qui fait du catch pour le divertissement. C'est des figures à la limite presque messianiques, dans le sens où, déjà, tu sais, les Mexicains, ils ont déjà leur propre héritage, je veux dire, issu des Aztèques et Mayas, donc avec toute cette imagerie de guerriers jaguars, etc., qui inspire les masques mexicains, hein, d'ailleurs, et aussi tout le côté conquistador, avec le côté chrétien au Mexique, qui sont extrêmement croyants, très religieux, tout, mais il y a quand même leur façon la foi qu'ils ont est beaucoup plus métissée qu'ici en Europe, tu vois. Donc, par exemple, ils inventent même des figures religieuses qui n'ont rien à voir avec les canons catholiques, comme la Santa Muerte, tu vois. La Santa Muerte, c'est une figure sainte, mais c'est la mort, et c'est elle qui va protéger les voyous, les prostituées, tous les gens qui sont en marge, tu vois. C'est pas canonique, mais ils ont recréé ça de leur propre héritage culturel venant justement des Aztèques et des Mayas, tu vois. Et le catcheur mexicain, c'est ça aussi. Quand il y a un combat de catch, c'est pas juste deux mecs qui se roussent sur un ring, c'est aussi le bien contre le mal, tu vois. Il y a toujours un sous-texte religieux, et même la façon dont ils le vivent, c'est quasiment religieux. Même tu vois, par exemple, retirer son masque, c'est presque un blasphème, tu vois. Et donc ça, c'est pareil, ça m'a vachement attiré. Et quand j'ai su qu'il y avait des catcheurs mexicains qui sortaient de leur rôle de sportif de divertissement pour directement aller faire de l'humanitaire, hein, en habit toujours en habit de lumière, hein, avec leur masque, leur cape, etc. Pour le coup, c'est c'est des super-héros aux yeux des Mexicains, c'est des super-héros de la vraie vie, en fait, si tu veux. Mmh. Et ça m'a inspiré dans Mutafukaz. Alors, je te dis ça, c'est peut-être un peu confus la manière dont je t'en parle, parce qu'on n'a rien préparé. Mais si tu veux, là, j'essaie d'intellectualiser ce que j'ai fait intuitivement. Mais c'est ça que j'ai voulu montrer, c'est que ces mecs-là, que vous voyez faire les gugus sur un ring, en vérité, c'est des vrais super-héros. Mais là, c'est pas juste... là, c'est des vrais super-héros avec une vraie mystique, tu vois... et tout ce qui s'y rapporte, comme les crânes de cristal, et mélanger des légendes urbaines, etc., pour en faire une espèce de truc à peu près cohérent. Puis j'imagine même que d'un point de vue de dessinateur, en tant que dessinateur, graphiquement, ça fourmille d'imaginaire, et ça te permet d'avoir plein de designs rigolos, et puis de développer après tes personnages qui ont tête de diable, tête de tigre, à fond. Tout un tas de... C'est-à-dire qu'en termes de character design, tu peux te faire plaisir, là où c'est un peu plus compliqué quand tu dois dessiner des pélos dans la rue, quoi, tu vois. Mais justement, c'était pas compliqué, parce que il y a quand même énorme, même déjà dans ce premier tome, tu as beaucoup de personnages, et puis c'est un tome qui forcément doit aussi introduire tout l'univers. Donc justement, on a introduit les hommes en noir, enfin les fameux machos. Il y a le président des États-Unis aussi qui est très reconnaissable. Ouais. T'as ces luchadores, t'as des gangs qui apparaissent, et c'est compliqué, enfin ça. Moi, j'essaye de faire en sorte que même quand je fais n'importe quel personnage dans Mutafukaz, même secondaire, même dans un coin de case, je lui donne déjà un nom, un prénom. Ça me permet de pas dessiner un personnage lambda en me disant bon, lui, hop, je fais tu vois, une présence dans le décor. Et en général, soit je m'inspire de photos que j'ai prises, tu vois, aux États-Unis principalement, mais aussi parfois quand je suis en cours d'inspiration, je vais sur mugshot.com. Qui est un site qui répertorie par état tous les gens recherchés, tous les criminels recherchés. Et puis je vais chercher une tête qui m'inspire, en fait. Et puis je fais un personnage comme ça. Faire du délit de faciès, avoir des têtes de méchants. Ouais. Et puis qui sont parfois même tout à fait beaux gosses, ou qui ont une particularité ou quoi. Mais tout simplement parce que quand tu es concentré à la fois sur ton dessin, ta couleur, et ton histoire, t'es pas forcément toujours frais pour pondre un design intéressant. Donc moi, je trouve que c'est toujours bien d'aller s'inspirer dans le réel. Et en général, comme on dit, le réel supplante bien souvent l'imaginaire. Hein. Donc des fois, tu as des têtes pas possibles, quoi, et qui sont super inspirantes. Donc c'est comme ça que je fais. Donc c'est pas ou alors il y a peopleofwalmart.com. C'est des photos de gens du Walmart, et des fois tu tombes sur des trucs, tu fais... C'est un peu sur les citoyens américains ordinaires.
Ouais, mais qui vont au ordinaire Walmart, quoi. plus, quoi. Il y a un truc en plus qui fait qu'il se retrouve sur le site, tu vois. Donc, ouais, et ça, c'est une grosse source d'inspiration parce que sinon, moi, tu sais quoi, mis à part les fois où je vais en festival ou les fois où je pars aux États-Unis pour me ressourcer, je suis entre mes quatre murs. Hein, donc, Ouais, c'est vrai que c'est c'est un vrai que vrai parcours du combattant pour aller te voir. Ouais. ouais. Et surtout, la stimulation intellectuelle, elle n'est pas toujours, enfin, tu vois, si tu veux, même créative, elle n'est pas toujours évidente, tu vois. Mm. Quand tu es tout le temps dans ton bureau, même si tu es entouré de tout ce que tu aimes, etc., au bout d'un moment, tu sais, c'est comme tout, tu as besoin d'être stimulé, sinon soit tu refais toujours la même chose, soit tu fanes, en fait. Donc voilà, et il faut aller chercher, ah oui, comme tu dis, il y a beaucoup de personnages secondaires, etc. Il faut aller chercher l'inspiration à des endroits où tu sais enfin, voilà, que ça va te tomber dessus. Ok. J'avais aussi une autre question, parce que Ouais. les gangs qui apparaissent, qui se fritent contre les machos, portent du rouge. Et par rapport à ce que tu évoquais avant, sur ta première rencontre avec les gangs des rues qui étaient aussi habillés en noir et rouge, est-ce qu'il y a un rapport ou pas du tout? À ça, pas vraiment. En fait, Non. dans la BD, ils sont rouges, dans le film, ils sont violets. Justement, j'ai voulu faire violet pour pas faire rouge dans le film, parce que le rouge, c'est vraiment référencé aux Bloods. Tu vois, il y a eu une guerre historique entre les Crips et les Bloods aux États-Unis pendant les années 90. Les Crips étaient en bleu et les Bloods étaient en rouge. Et moi, dans Moutafkaz, j'ai envie de dire, basiquement, j'ai repris ça. Parce que c'est quelque chose dont j'avais entendu parler quand j'étais plus jeune. Et puis, j'ai envie de dire, iconique de la guerre des gangs. Sauf que dans une BD en France, ça passe. Mais aux États-Unis, il y a quand même des gens qui sont morts pour ça, tu vois, si tu veux. Donc je me suis dit, dans le film, je vais peut-être pas faire les Crips et les Bloods, parce que c'est un vrai, tu vois, c'est un vrai truc. Pour beaucoup de C'est un gens. sujet trop sensible pour pouvoir être juste tourné dans un truc pop fun dans une BD alors, enfin dans Bah une ouais, œuvre et de puis moi j'ai fiction. pas envie de faire, tu vois, un Bloods qui flingue un Crips, c'est arrivé dans la vraie vie, donc ça m'embête pour le public américain. Pour le public français, ça veut rien dire. Donc voilà, donc j'étais parti là-dessus sur la BD. J'avais juste fait les Bloods et les Crips, quoi. Donc tout simplement les bleus et les rouges en fait. D'accord, ouais. Et enfin, dernière question sur ce tome 1, c'est qu'on s'aperçoit donc que Lino a des pouvoirs, en tout cas a des capacités spéciales. Et ça, c'était par contre, dès le départ, alors, tu avais l'idée que Angelino était lié aux machos, à cette espèce alien. C'était quelque chose qui était vraiment présent très rapidement dans ton histoire. Plus ou moins. Plus ou moins. Plus ou moins. Je saurais pu te dire précisément. Je crois que j'ai hésité entre plein de versions avant de me décider, tu vois. Mais en tout cas, oui, c'est ça. Par contre, c'est classique je veux dire, de plein d'œuvres fantastiques ou de science-fiction, type Invasion Los Angeles, tu vois, ou même La tribu des 10 plombes. Non, je sais plus si c'est ça le titre exact. Faudra vérifier. Pardon, de pas me souvenir du titre, mais c'était une nouvelle de Stephen King où c'était ton taux de nicotine dans le sang qui faisait que tu voyais ou non des extraterrestres. Si tu veux, tu avais des extraterrestres infiltrés dans la population. Et en fait, les gros fumeurs pouvaient distinguer ceux qui étaient extraterrestres de ceux qui n'étaient pas extraterrestres. Et en l'occurrence, les extraterrestres avaient une tête de chauve-souris. Tu vois, donc c'est très proche dans le concept d'Invasion Los Angeles, tu vois, où il faut mettre des lunettes de soleil pour voir les extraterrestres. Moi, je me suis dit que c'était sympa de faire ça avec des ombres. Alors, je crois aussi que sur Super NES, non, sur la NES, à l'époque, il y avait un jeu de Simpson où il y avait une invasion extraterrestre. Et non, je crois que tu devais mettre des lunettes de soleil aussi et tu voyais des ombres un petit peu comme ça. Non, c'était pas des ombres, je crois que tu les voyais clairement en silhouette. Enfin bref, je sais plus trop, mais en tout cas, l'idée des ombres m'était venue assez vite. Et ça, c'est un truc qui m'a toujours fasciné, par contre, à savoir ce qui te paraît être ton quotidien. Si tu as les clés, d'un coup, tu vois une espèce de face cachée. Et ça, je trouve ça génial. Alors, malheureusement, ça a été beaucoup dévoyé avec les théories du complot actuelles. Hein. C'est-à-dire que maintenant, n'importe quel pélo sur Internet croit voir la face cachée de quelque chose qui n'existe peut-être pas. Toujours est-il que moi, en tout cas, graphiquement, c'est ce genre de truc qui me fascinait déjà petit et que j'ai voulu retranscrire dans Moutafkaz. Ok, très bien. Mais écoute, voilà, ça, on a fait un peu le tour du premier tome, et donc on va pouvoir revenir sur le tome 2 et sur le tome 0 dont on était en train de parler avant que je te fasse quand même un petit retour en arrière. Mais ce sujet-là sera abordé pour une autre fois, puisque déjà nous mettons fin
à ce second épisode du Moutafoukast. Et oui, on vous fait par tranche d'une petite heure à chaque fois, histoire de profiter aussi, histoire de reprendre nos esprits et de pouvoir un peu repréparer les choses entre chaque épisode. Et aussi parce que pour pas vous assommer avec, parce qu'il y a quand même énormément de choses qui sont racontées. Donc de la même façon, c'est vrai que maintenant Moutafoukast, c'est surtout, en tout cas pour le premier cycle, c'est surtout une intégrale. Donc c'est vrai qu'on peut pas vous dire lisez un tome à chaque fois en écoutant le podcast dédié comme on l'avait fait avec les Doggy Bags, mais vous comprenez l'idée. Et en tout cas, on espère juste simplement que le voyage vous plaît. Et parce que si c'est le cas, eh bien vous pouvez partager ce podcast sur les réseaux sociaux. Et puis on vous donne rendez-vous très très bientôt pour la suite, toujours en compagnie de Run qui est avec nous et que l'on remercie une fois de plus pour son temps. Merci. Merci de nous avoir écoutés et à la prochaine. Salut. Ciao.